Bonjour. Avant de commencer cette intervention, je me propose de vous en dévoiler sa structure. Dans un premier temps, je vous donnerai quelques éléments qui vous permettront de mieux saisir ce qu'est une tautologie. Puis dans un second temps, nous verrons si, oui ou non, il est légitime de parler de tautologie à propos d'une série d'œuvres de Luciano Fabro portant ce même nom. Une chose, étant donné la complexité de la notion traitée, je vous saurai gré de ne pas m'interrompre pendant le développement de mon exposé. Tautologie, nom féminin, 1596, bas latin, tautologia, mot grec. Vice, défaut habituel, mauvaise habitude qu'on ne peut réprimer. logique, Manière de raisonner telle qu'elle s'exerce en fait, conformément ou non aux règles de la logique formelle. consistant à présenter, comme ayant un sens différent, une proposition, Énoncé qui exprime une relation entre deux ou plusieurs termes. dont le prédicat, Ce qui, dans un énoncé, est affirmé à propos d'un autre terme. ne dit rien de plus que le sujet. Terme considéré comme le point de départ de l'énoncé que l'on définit d'une manière logique ou formelle. La tautologie est un truisme. Vérité d'évidence. La palissade, Affirmation dont l'évidence toute formelle prête à rire. répétition, Fait d'être dit, exprimé plusieurs fois. inutile, Qui n'est pas utile, ne sert pas. de la même idée sous une autre forme. Pléonasme, Terme ou expression qui ne fait qu'ajouter une répétition à ce qui vient d'être énoncé. redondance, 1. Manière de s'exprimer où l'on dit plusieurs fois la même chose sous des formes et des aspects variés. 2. Caractère de ce qui apporte une information déjà donnée sous une autre forme. 3. Augmentation du nombre des caractères dans un message sans accroissement corrélatif de la quantité d'informations. le contraire de la redondance est la concision. Bon, comme vous pouvez le constater, définir la tautologie tout en évitant la redondance, autrement dit en restant concis, est travail d'expert. Un expert est une personne choisie pour ses connaissances et chargée de faire des constatations précises à propos d'un sujet déterminé. Je vous propose donc que nous écoutions maintenant un débat entre experts à propos de la définition de la tautologie. Tautologie, du grec tautologia. Tauto, le même, et logia, dire, qui redit la même chose. Figure de style qui sert à renforcer l'expression de la pensée. Exemple, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Est-ce que tautologie et litote sont totalement équivalents? Non, ce n'est pas tout à fait pareil, Sab. Litote provient du grec litonès, simplicité, absence d'après. Ce terme désigne une figure de rhétorique qui consiste à dire moins pour laisser sous-entendre beaucoup plus que ce que l'on dit. Tu pensais peut-être à pléonasme.
Tautologie et pléonasme sont synonymes. Pas d'accord. Le pléonasme est une redondance inutile à la compréhension. Exemple, une panacée universelle, un ongle incarné dans les chairs, etc. La tautologie est la définition d'une chose par elle-même. Exemple, la guerre, c'est la guerre. La litote, elle, consiste à dire moins pour dire plus. Exemple, va, je ne te hais point, ou bien c'est pas mal. C'est ce que les Anglais nomment understatement. Expliquer que tautologie est un pléonasme est une tautologie. Rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose. Si la France n'était pas ce qu'elle est, c'est-à-dire la France, tous les Français seraient des étrangers. Pierre Dac, pensez. Hélène a écrit tautologie du grec tautologia, tauto, le même, logia, dire, qui redit la même chose. Figure de style qui sert à renforcer l'expression de la pensée. Exemple, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ce n'est pas une tautologie, cela comporte deux idées différentes dont l'une peut se déduire de l'autre. Ils n'ont pu gagner qu'après avoir tenté leur chance, mais beaucoup d'autres ont tenté leur chance sans avoir gagné. Je persiste à y voir une tautologie et même une vérité de la palisse. Tous les gagnants avaient un billet gagnant. On peut dire tout aussi bien 100% des perdants n'ont pas eu de chance. Mais ce slogan-là serait contre-productif pour la Française des Jeux. C'est dans le même sens que glossophile que je percevais cet exemple. Je n'ai donc pas grand à ajouter. Recourons à la théorie des ensembles. Si A est l'ensemble de ceux qui ont tenté leur chance et B l'ensemble de ceux qui ont gagné, alors B est un sous-ensemble de A. Il n'est pas égal à A. La phrase 100% des gagnants ont tenté leur chance n'est donc pas une tautologie, ce serait plutôt une évidence. On peut aussi dire bien sûr que 100% des perdants ont tenté leur chance, ce que la Française des Jeux s'abstient soigneusement de faire. Cet ensemble est le complémentaire de B dans A, et il contient bien plus d'éléments que B. Quant à l'ensemble des non-perdants, il est constitué par la réunion du petit ensemble B, ceux qui ont gagné, et d'un très vaste ensemble C, disjoint de A et de B, et qui correspond à ceux qui n'ont pas joué. C'est pourtant clair, non ? Pour en revenir à la tautologie, le Gradus, Bernard Duprélier, cite cette définition du Robert. Vice logique consistant à présenter comme ayant un sens une proposition dont le prédicat ne dit rien de plus que le thème. Son antonyme est l'antilogie. Le Gradus donne comme exemple de tautologie notamment « Les enfants sont les enfants et nos deux jumeaux ne faisaient pas exception à cette règle universelle. » Joyce, Ulysse. « Ah, j'étais jeune dans ma jeunesse, moi, Itou. Ah, Maillet, la Sagouine. Je l'ai acheté, où ça s'achète. » Fin de non-recevoir à une question. Et d'antilogie, même si c'est vrai, c'est faux. Henri Michaud, Tranche de savoir. C'est assez vague pour être clair, n'est-ce pas ? Boris Vian, En avant la zizique. Le pléonasme, quant à lui, est 1. Une surabondance de termes donnant plus de force à l'expression, exemple je l'ai vu de mes yeux. 2. Une redondance, emploi de mots inutiles. Exemple, en vain la plus triste vieillesse m'accable de son poids pesant. Duval, Joseph. Si le pléonasme est un redoublement de l'idée dans deux mots du même membre de phrase, la périssologie est un pléonasme vicieux. La redondance, un redoublement de l'idée dans deux phrases ou membres de phrase. Et la bathologie, une redondance excessive, injustifiée. Seuls le pléonasme et la redondance sont considérés comme des procédés de style. La périssologie et la bathologie sont des défauts et ne peuvent avoir d'emploi que comme tels, dans les textes ironiques ou comiques. Sachons donc éviter la périssologie sans tomber dans le piège de la bathologie. Nous ne nous en porterons que mieux. Ici, on ne parle que de l'ensemble des vainqueurs et non des joueurs. Si on prend l'ensemble des perdants, là aussi on ne prendra pas l'exemple de tous les joueurs, mais uniquement de ceux qui ont perdu. Lorsqu'on dit que 100% des gagnants ont tenté leur chance, le raisonnement s'applique sur cette partie des joueurs, puisque c'est celle-là que l'on considère pour l'exemple. Oui, j'abonde dans le sens d'Hélène. Quand on parle de 100% des gagnants, le seul ensemble considéré est celui des gagnants. Le slogan affirme donc que ceux qui ont gagné n'ont pas perdu, à quoi j'ajoute que ceux qui ont perdu n'ont pas gagné, et que les vrais gagnants sont ceux qui n'ont pas misé, soit dit en passant. Je vous soumets la lumineuse définition du dictionnaire Hachette. Tautologie,
Caractère redondant d'une proposition dont le prédicat énonce une information déjà contenue dans le sujet. Relation d'identité établie entre des éléments formellement identiques. A égale A. Je disagrée, si je puis me permettre cet anglicisme. Les exemples du gradus, aussi bien que la définition de Hachette, prouvent bien qu'il doit y avoir relation d'identité entre les éléments. Les enfants sont les enfants, j'étais jeune dans ma jeunesse, je l'ai acheté, ou ça s'achète. Nous n'avons rien de tel dans 100% des gagnants ont tenté leur chance, ou gagner et tenter sa chance n'ont aucune relation d'identité entre eux. D'ailleurs, on peut parfaitement imaginer de gagner quelque chose sans avoir rien tenté du tout. Certaines sociétés vous attribuent parfois d'office un lot en prenant vos coordonnées au hasard dans un fichier d'adresse. L'information n'est donc pas a priori déjà contenue dans le sujet. Le slogan en question ne signifie nullement que ceux qui ont perdu n'ont pas gagné. Il dit simplement que l'ensemble des gagnants est inclus dans l'ensemble de ceux qui ont joué, ce qui ne correspond qu'aux règles de fonctionnement particulières du jeu en question. B est inclus dans A et non pas B est égal à A. Hachette précise bien qu'il s'agit d'éléments formellement identiques, ce qui correspond aux exemples du gradus. Il n'y a en fait identité ni sur le fond ni sur la forme entre gagner et tenter sa chance. Ce serait différent si on disait par exemple « Quand j'étais petit, je n'étais pas grand ». Ici, nous aurions identité sur le fond, mais non sur la forme. PS. Sur le même thème, il est intéressant de comparer le russe au français à propos du verbe « pêcher ». Qu'est-ce que tu fais ? Je pêche. Activité, je tente d'attraper du poisson. Qu'est-ce que tu as pêché ? J'ai pêché un poisson. Résultat, j'ai attrapé un poisson. Où l'on voit bien que tenter sa chance et gagner ne sont pas la même chose. Ton raisonnement n'est pas meilleur. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Mais il y a des petits qui ont une grande taille et des grands qui ont une petite taille. Je l'ai acheté où ça s'achète. On peut acheter là où ça ne s'achète pas, si on veut jouer sur les mots, car on peut aussi acheter à quelqu'un qui ne vend pas, en cachette. Hélène a écrit « Ton raisonnement n'est pas meilleur. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, mais il y a des petits qui ont une grande taille et des grands qui ont une petite taille. » Cette phrase est généralement utilisée humoristiquement. Elle joue sur les deux sens du mot petit. 1, de petite taille. 2, qui n'a pas encore atteint sa taille adulte. Définition de petit, Larousse des débutants, qui n'est pas grand. Petit jardin, très jeune, cet enfant est encore petit. Hélène a écrit « Je l'ai acheté où ça s'achète ». On peut acheter là où ça ne s'achète pas si on veut jouer sur les mots, car on peut aussi acheter à quelqu'un qui ne vend pas, en cachette. Si on l'a acheté, même en cachette, même au noir, c'est bien qu'on l'a acheté où ça s'achète. La question préliminaire étant « Où l'as-tu acheté ?» La réponse constitue donc bien une tautologie. On n'a pas dit là où on est censé l'acheter, là où on l'achète d'habitude, ou officiellement. Il y a un problème de raisonnement. Où on considère le tout, ou on ne considère que la partie. Pour en revenir à 100% des gagnants ont tenté leur chance, on considère la partie, pareillement avec acheter, grand, petit, etc. On prend en compte le raisonnement selon la partie considérée par la phrase, et non pas l'ensemble. Bien. Pour résumer ce débat entre experts, et afin que nous nous basions sur une définition commune de la tautologie, qui nous servira pour la suite de l'exposé, nous dirons que la tautologie peut se définir par la formule A égale A. En précisant que nous sommes en présence d'une tautologie lorsqu'il y a relation d'identité entre deux éléments, à la fois sur la forme et sur le fond. Bien. Venons-en à la question de la légitimité de l'emploi du terme tautologie à propos d'une série d'œuvres de Luciano Fabro portant ce même nom. Prenons comme exemple 3 œuvres de cette série. Premier exemple, l'œuvre intitulée Sol tautologie datant de 1967. Fabro nous dit, je cite, « J'ai choisi un dallage sans prétention, dans une galerie assez simple, comme un appartement,
qui pouvait évoquer pour le spectateur des situations familières. Je l'ai bien lavé, je l'ai fait briller, et enfin je l'ai recouvert de journaux. Il nous dit ensuite, je cite, « En fait, l'œuvre n'est pas là. Elle est dans le couplage avec le commentaire, avec les explications. Le texte explique que la façon d'apprécier la lecture de l'œuvre se comprend uniquement, je ne dis pas essentiellement, mais uniquement, à partir de la réalisation elle-même. Pour pouvoir jouir, excusez l'expression, de l'œuvre, il faut avoir lavé, puis recouvert. L'œuvre est constituée par le travail fait pour elle. Si l'œuvre est constituée par le travail fait pour elle, autrement dit, l'action de laver, recouvrir le sol de papier a bien pour effet de protéger le travail effectué. Il permet effectivement de conserver précieusement, pendant un temps, le sol propre, afin d'éviter qu'il ne se salisse. Mais recouvrir le sol de papier a aussi pour effet de masquer le sol, et ainsi de masquer le travail effectué. Personne ne peut voir que le sol est propre. Nous pouvons donc en conclure que dans sol tautologie, il y a bien identité sur le fond, recouvrir le sol pour protéger le travail effectué, mais non identité sur la forme, recouvrir le sol ayant pour effet de rendre invisible le travail effectué. Sol tautologie 1967 n'est donc pas une tautologie. Deuxième exemple, l'œuvre intitulée Perforation diamètre 8 mm tautologie datant de 1967. Dans le catalogue paru à l'occasion de l'exposition Luciano Fabbro au Musée d'Art moderne de San Francisco, on peut lire à propos de Perforation diamètre 8 mm tautologie, je cite, « Cette œuvre consiste en une feuille d'acier inoxydable de 198 cm de longueur et 100 cm de largeur, perforée de manière industrielle, sur laquelle l'artiste a effectué une nouvelle perforation au centre de 8 mm de diamètre. Cette perforation est semblable à toutes les autres. » Ici, quand on dit « cette perforation est semblable à toutes les autres », il faut entendre que la perforation réalisée par l'artiste est du même type que celle réalisée de manière industrielle. Autrement dit, toutes les perforations sont des perforations qui ont la même forme. En ce sens, toutes les perforations sont semblables. Mais le fait que l'artiste ait réalisé une perforation dont le diamètre est légèrement supérieur aux perforations réalisées de manière industrielle, autrement dit, le fait qu'il ait agrandi par sa perforation une des perforations réalisées de manière industrielle a pour effet de rendre visible cette perforation et donc de la distinguer des autres perforations. En ce sens, la perforation réalisée par l'artiste n'est donc pas semblable à celle réalisée de manière industrielle. Nous pouvons donc en conclure que dans perforation 8 mm, diamètre 8 mm tautologie, il y a bien identité sur le fond, toutes les perforations sont du même type, mais non identité sur la forme, la perforation de l'artiste se distinguant des perforations réalisées de manière industrielle de par son diamètre, supérieur au diamètre des perforations réalisées de manière industrielle. Perforation diamètre 8 mm tautologie n'est donc pas une tautologie. Troisième et dernier exemple, l'œuvre intitulée Objet avec un dispositif pour en réduire le poids, tautologie, 1968.
Dans le catalogue paru à l'occasion de l'exposition Luciano Fabro au Musée d'Art moderne de San Francisco, on peut lire à propos de « Objet avec un dispositif pour en réduire le poids tautologie », je cite, « Cette œuvre consiste en une boîte de métal de 51 cm de haut, 29 cm de large et 27 cm de profondeur. Sur une des faces, il y a une petite fenêtre perforée derrière laquelle on peut voir un ventilateur. Ce ventilateur fonctionne grâce à un fil électrique qui sort de la boîte et qui est connecté à une source d'énergie. Le titre de l'œuvre nous indique que cet objet est doté d'un dispositif pour en réduire le poids. Le texte nous apprend que le dispositif en question est un ventilateur. Le ventilateur est effectivement un dispositif qui, en chassant l'air, permet de réduire le poids de l'objet. Mais, pour obtenir ce résultat, autrement dit chasser l'air de l'objet pour en réduire le poids, il a fallu introduire le ventilateur dans l'objet. Autrement dit, introduire dans l'objet un dispositif qui pèse X fois ce que pèse l'air qu'il est censé chasser. Nous pouvons donc en conclure que dans objet avec un dispositif pour en réduire le poids tautologie, il y a bien identité sur le fond entre chasser l'air et réduire le poids, mais non identité sur la forme. Le ventilateur constituant un poids bien plus important que l'air qu'il est censé chasser, autrement dit, bien supérieur à la réduction obtenue. Objet avec un dispositif pour en réduire le poids tautologie n'est donc pas une tautologie. Bien. Au regard de cette démonstration, qui s'est appuyée sur 3 œuvres issues de la série que Luciano Fabro a appelée tautologie, démonstration qui nous a donné les éléments nécessaires pour faire la preuve que ces œuvres, quand bien même elles en portent le nom, ne sont pas des tautologies, il nous est donc permis de conclure que l'emploi du terme tautologie à propos de ces 3 œuvres n'est pas légitime. Bien. Ne voyant pointer aucune objection, aucune question, aucun commentaire, il est temps pour moi de vous remercier de votre attention. Carla, on peut éteindre les projecteurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Émilie Parendo est une jeune artiste issue de cette école qui, comme vous voyez, s'intéresse aux dispositifs et aux approches conceptuelles. C'est bien résumé? Je vous présente Doris van Draaten, qui vient donc nous parler d'autonomie et qui s'occupe des critiques d'art, je dirais d'une façon très corps à corps avec les artistes. Elle a un travail important d'interview et de suivi des monographies, donc des suivis très proches des travaux d'artistes. Et donc, elle nous parlera de l'autonomie de l'artiste. Je te laisse dire. Voilà. J'aimerais vous parler de l'autonomie en portant notre sujet légèrement dans un autre sens. Donc, je parlerai en général et je parlerai par rapport à l'autonomie, à l'histoire. Et surtout, j'aimerais porter toute notre réflexion sur l'autonomie sur le niveau éthique. Donc, je voudrais comprendre l'autonomie comme un défi.
Et je vais me référer à Beuys, au fait, mais pas seulement, vous allez voir. Comme nous avons entendu, tandis que Luciano Fabro réclame une autonomie pour l'œuvre même et son auteur, donc prend une position de critique par rapport à un monde et un marché et leur banalisation, tandis que Fabro se délimite de cette colonisation par le banal en créant une œuvre qu'il considère comme un lieu de liberté et comme expression d'un auteur indépendant. Joseph Beuys, né 15 ans avant Fabro, a développé une notion d'autonomie qui concerne plutôt une conception humaine, une conception qu'il exprimait dans cette fameuse formule « Chacun est un artiste ». Peu de phrases dans l'histoire de l'art contemporaine ont suscité autant de débâcles, malentendus, fausses pistes. Déjà, la traduction « chacun est un artiste » est une simplification, puisqu'en allemand, la phrase dit « chaque être humain, un artiste, jeder Mensch, ein Künstler », presque point d'exclamation, puisqu'il s'agit là bien d'un défi dans cette formule. En fait, par cette phrase, Beuys ne voulait point dire qu'un médecin ou un boulanger, s'ils font bien leur métier, aujourd'hui on ne peut plus citer les banquiers, sont des artistes. Ce qu'il voulait exprimer par sa formule, c'était deux idées qui se rejoignent. D'une part, chaque être humain doit vivre comme un artiste, donc de façon autonome, selbstbestimmt, défini par soi-même, prenant toute décision par rapport à sa vie soi-même. Et d'autre part, cette formule voulait dire chaque être humain devrait faire de sa vie une œuvre d'art, ce qui incluait évidemment en toute liberté, en toute autonomie individuelle. La grande question que révèle cette phrase pourtant, c'est pour moi et pas seulement pour moi, comment Beuys pouvait-il avoir la conviction, et je dirais presque l'arrogance, de réclamer que l'artiste ait le pouvoir de servir en tant qu'exemple éthique pour les autres, en tant qu'exemple en voie vers une autonomie humaine réalisée et réalisable pour chaque individu. Donc pour chercher des explications, je vais descendre dans l'histoire. Et dans une histoire qu'au fait, normalement, on connaît bien, l'histoire de la Renaissance. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement quelque chose que je fais souvent dans mon travail. J'aimerais trouver une connexion entre l'art contemporain et l'art ancien. J'aimerais donc, par quelques exemples, montrer que Beuys, Fabro et leurs héritiers, ou ceux qui voudraient bien l'être, au fond suivent un exemple dont les structures ont été créées en Europe pendant la Renaissance italienne. Je vais donc focaliser cette recherche sur l'époque la plus riche, d'une part en artistes et d'autre part en documents écrits, en contrats. Donc le XIVe, XVe et XVIe siècle en Italie. Évidemment, en ce temps-là, existaient des principautés et des royaumes avec leurs confins et leurs relations, et non pas des nations. Donc l'Italie, à vrai dire, n'existait pas encore. L'Europe était plutôt un tissage multiculturel qu'une communauté multinationale, évidemment. Pendant longtemps, on croyait que le rôle de l'artiste ayant le pouvoir de regarder la société de l'extérieur s'était développé dans le cadre de la culture bourgeoise des villes. Mais les dernières recherches de l'histoire de l'art, notamment celle de Martin Warnke, c'est lui d'ailleurs qui a pu réouvrir la bibliothèque de Warburg dans sa ville d'origine à Hambourg, ont trouvé et prouvé le contraire. C'étaient les structures privilégiées que les souverains
créaient pour les artistes travaillant pour eux, qui préparaient la voie pour la position singulière qu'un artiste avait par la suite dans les villes. Au fait, c'est après la Révolution française et pendant l'époque de l'industrialisation en toute Europe qu'une révision bourgeoise de l'histoire a condamné les cours en tant que les lieux de restriction et de contrainte et a célébré les villes en tant que ressort pour tout ce qui était innovation. Or, le contraire était le fait. C'étaient les cours qui créaient des organisations d'un monde de l'art, des installations de l'art qui, bien après la disparition des cours, survit encore. C'est par les cours que prenait leur début, tout le monde le sait, un système de bourse, plus tard des académies, la mise en action des médias visuels pour une stratégie de conviction politique et de représentation d'État, l'invention de premières formes d'une réception esthétique, des premières formes de musées, bref, des institutions qui encore aujourd'hui sont en vigueur. Puisque la durée des institutions dépend moins de leur propre existence que de la définition des fonctions sociales, des attitudes entrées dans les mœurs et les habitudes. Le rôle des cours par rapport à fonder une nouvelle conscience de l'artiste, on peut l'observer de façon très concrète, par des documents de contrat entre souverains et artistes, donc par un regard, je dirais presque, de comptabilité, puisque le rôle libérateur des cours s'est défini par un fait bien simple. C'était la libération d'impôts pour les artistes. Le paiement de salaires annuels, c'était donc des privilèges, des titres, des robes, des apanages de logis et d'alimentation, et surtout, c'était la libération de la corporation des artisans et leurs contraintes anti-innovatrices, leur système de normes en vigueur dans les villes. Voilà, comme disait notre collègue, l'autre de l'art. J'aimais bien cette formule. Bref, il y avait deux grands intérêts qui se nourrissaient l'un l'autre. Les souverains avaient besoin d'une représentation visuelle, les artistes avaient besoin de contrats, de liberté matérielle et de liberté créatrice. Mais ces nouveaux privilèges étaient donc en contraste diamétral avec les contraintes qui régnaient dans les villes. Et j'insiste là-dessus, les contraintes pas seulement matérielles par taxes et impôts, mais aussi et surtout les contraintes des corporations, des artisans qui s'opposaient à tout changement et qui avaient leur mot à dire dans la création artistique. Ce contraste créa donc un champ de tension entre les cours d'un côté et les villes de l'autre. Et voilà ce qui nous intéresse, puisque c'est dans cet espace intermédiaire que naît un lieu de liberté, une zone d'une nouvelle liberté d'action. C'est dans cet entre-deux, entre cours et ville, que l'on peut observer le développement d'une nouvelle conscience d'un artiste ayant le pouvoir et l'autorité de regarder la société de l'extérieur. C'est dans cet entre-deux, entre ville et cour, que naît l'argumentation pour formuler la position de l'artiste, le rôle de l'art. C'est dans ce dialogue que naît la théorie de l'art. Évidemment, j'ai simplifié les traits de ce phénomène, sans parler d'un duc qui ne tenait pas parole, qui ne payait pas, sans parler des sacrifices que le départ de la ville, que la vie à la cour pouvait représenter pour un artiste, afin de montrer mieux une structure que maintenant on pourra comprendre dans sa complexité en regardant quelques exemples. Le premier cas d'un artiste qui recevait un titre nobiliaire est documenté déjà en 1289 avec Pierre d'Angicourt, appelé familiaris par la cour d'Anjou à Naples. Et ce document de contrat décrit en détail ses privilèges, incluant la protection par 4 chevaliers,
un salaire annuel et un territoire. Ces conditions semblent refléter les possibilités pour les artistes en France, mais ce n'est pas le rôle de l'artiste de cour en soi qui fait bouger les choses. C'est en concurrence avec la ville, en dialogue avec la ville, que ces premiers pas de privilège deviennent vraiment intéressants. En 1329, Giotto quitte Florence et suit une invitation à la cour de Naples. Il reste 4 ans. En dehors d'un salaire, d'une robe d'apanage alimentaire et de logis, la cour d'Anjou lui décerne le titre de familiaris et fidelis. Mais ce titre ne lui est pas seulement décerné en raison, et c'est ça qui est intéressant, de ses qualités en tant que peintre, mais aussi par ses vertus éthiques, pour son honnêteté. Ce qui veut dire qu'ici, pour la première fois dans l'histoire de l'art, dans un document de contrat, est établie cette analogie entre œuvre et auteur. Si l'œuvre est excellente, son auteur le doit être aussi. Et justement, l'autre jour, quand Bustamante a reçu une médaille de chevalier, ou je ne sais pas quoi, au Beaubourg, dans le discours, on pouvait entendre exactement cet argument-là, qu'il était excellent en honnêteté, en toute chose de vertu, et en reflet de son œuvre. Donc, il y a Pachmann mentionnait exactement cette analogie. Et Marina Abramovic, dans sa performance, quand elle dit Art has to be beautiful, artist has to be beautiful, joue encore avec ces idées. Pour revenir à Giotto, donc c'est avec Giotto que pour la première fois est formulée cette conception d'une capacité double de l'artiste, l'auteur de l'art et personne de qualité éthique exemplaire. Après 4 ans donc, Giotto quitte la cour de Naples et retourne à Florence. Et c'est maintenant que ça devient intéressant. Puisque d'abord, il garde ses privilèges, au moins pour un premier temps. Et c'est là que maintenant la ville de Florence, qui veut évidemment éviter de perdre son artiste une deuxième fois, doit réagir et créer des privilèges en analogie à la cour, en réponse et en concurrence à la cour. Giotto est nommé expertus famosus pour sa scientia et doctrina, je crois que je ne dois pas traduire, et il est nommé magister et gobernator. Cela veut dire qu'il avait la position d'un architecte de la ville, comme la même position comme Haussmann avait à Paris. Même si Giotto, évidemment, n'a jamais rien construit, bien sûr, il s'agissait surtout de lui décerner le titre le plus prestigieux dont la ville disposait, pour garantir ses privilèges et avec cela sa présence à Florence. C'est donc pour la première fois que la ville crée une situation pour un artiste en établissant un rôle exempt des normes, exempt des autres citoyens sur un plan matériel ainsi que sur un plan éthique. Les privilèges de la cour commencent donc à miner le système de contraintes et de normes des corporations, des artisans. Giotto est juste un exemple. Jacopo della Quercia, Guarino, Mantegna, Rosso Fiorentino, Botticelli, chacun d'eux avait ses contrats avec une cour, avec les Gonzaga de Mantova, les ducs d'Este à Ferrara, les Visconti à Milano. Des contrats qui avaient leur reflet sur la ville, sur Florence toujours. Puisque c'est cela qui nous intéresse dans notre discussion, à savoir dans quelle mesure l'espace intermédiaire entre cour et ville a ouvert un champ de tension dans lequel il fallait argumenter pour obtenir ces privilèges, non pas à la cour, mais dans la ville, donc dans la sphère des normes bourgeois. Cela veut dire les artisans luttaient
avec la... cela veut dire, les artistes luttaient avec la cour contre la cour. C'est pour ainsi dire une deuxième génération d'artistes qui va se servir de ces arguments pour ne pas quitter la ville et pour avoir quand même et tout de même les mêmes situations d'exemption. Tiziano avait déclaré ne vouloir jamais quitter Venise, Dürer voulait rester à Nuremberg, Raffaello, Michelangelo, Tintoretto et plus tard Rubens et Tiepolo, eux tous ne vivent plus à la cour mais restent dans la ville tout en ayant leurs privilèges, puisqu'ils servaient les souverains, disons, de loin, ou quand il s'agissait de fresques, ils se rendaient dans le lieu de travail. Quels étaient donc leurs arguments pour obtenir leurs privilèges, leur libération des normes? Jacopo della Quercia, le sculpteur qui travaillait étroitement avec Donatello, défendait le fait qu'un artiste n'est pas un artisan, mais un inventeur qui donne forme à la réalisation de l'œuvre sans être obligé à l'exécuter de sa propre main. Nous tous en connaissons. Brunelleschi demande que ce n'est pas la quantité de travail qui compte, mais l'expérience, le savoir d'un artiste et lutte contre les droits des corporations, de vouloir juger ses projets pour la coupole du Dôme de Florence. Ces artistes avaient connu le mécénat des souverains ouvert à chaque innovation et maintenant cherchent à faire valoir la même liberté auprès des citoyens. Dans cette lumière, il est intéressant de revoir le traité d'architecture d'un Filarete et le traité de la peinture de Leonardo. Filarete et Leonardo écrivent leur traité avec l'expérience de la cour de Milano, donc connaissent des privilèges et des libertés dont Florence est loin de les accorder. Si Filarete réclame le rôle d'un architecte en tant que penseur qui s'exprime en dessin, si Leonardo développe une position théorique et compare la peinture à la poésie, leur argumentation correspond, et c'est ça qui est intéressant, correspond exactement au texte des arrêtés de nomination qui décernaient aux artistes engagés à la cour des titres de noblesse, donc qui louaient l'esprit et l'invention d'un artiste et qui par la suite étaient exempts des normes de la ville. Cela n'enlève rien de la valeur de ces théories de l'art de première heure, mais cela montre tout de même que ces textes avaient bien une fonction politique aussi, qu'elles servaient aussi en tant qu'argumentation dans la bataille pour un espace de liberté, pour un nouveau pouvoir et un rôle singulier qui commence à s'afficher et qui est soutenu par les cours. Puisque bizarrement, ces cours avaient assez souvent les mêmes buts. En France, par exemple, les ducs et les princes essaient de gagner plus d'autonomie par rapport à la couronne de Paris. Donc les stratégies de la représentation visuelle étaient une façon de combat par des moyens pacifiques qui servaient bien aux autres artistes, dans leur combat pour une liberté de création. On n'a certainement jamais sous-estimé le rôle des Medici pour les arts. Pourtant, il est étonnant que dans beaucoup de manuels d'histoire de l'art, quand il s'agit d'expliquer comment le fameux style toscan devenait si vite l'expression d'une époque entière, on trouve souvent des formules comme petit à petit ou après quelques années. Mais au fait, Cosimo et Lorenzo dei Medici ont développé une vraie stratégie d'un grand pouvoir pour envoyer systématiquement les artistes florentins aux cours d'Italie et de France pour propager un goût, pour propager un style, leur style.
Ce n'est qu'avec et par les positions dans ces différentes cours que le type de l'artiste Renaissance pouvait se développer et pouvait développer sa renommée, sa fame. Ce que les Medici ont créé n'est pas seulement un mécénat sans pareil, mais ils ont créé une vraie politique de l'art qui survit toujours, même si ceux qui ont le pouvoir ont changé. Une forme poussée à l'extrême et tournée à l'absurde de cette politique de l'art, on pourrait la voir dans la prédominance du minimalisme par laquelle le marché a su effacer la diversité d'expression pendant des décennies. Dans ce Freiraum, donc dans cette zone de liberté d'action qui s'est ouverte entre cour et ville, il y a des rôles de messagers qui se développent. Avec l'invention de la parole imprimée, la nouvelle possibilité de la diffuser, les humanistes comme Pietro Bembo, Giuseppe Pontano, Luigi Alamanni, Vasari, qui écrivent sur les artistes, donc ce n'est pas des philosophes dans ce terme-là, gagnent de l'importance. Le pouvoir des annales est créé. Le fait que Petrarca a mentionné Simone Martini a contribué de façon importante à sa renommée, peut-être même plus que son œuvre. C'est Erasmus de Rotterdam et Thomas More qui introduisent Holbein à la cour d'Angleterre. La gloire d'un artiste, sa renommée, sa fame, décrite et répandue par les humanistes, peuvent devenir plus importantes que le fait de montrer leurs œuvres mêmes. La gloire devient le nouveau moteur pour avoir des contrats auprès de la cour. Et last not least, apparaissent dans ce champ entre cour et ville les marchands, qui profitent de plus en plus d'une marge entre achat et vente, qui crée un marché qui de plus en plus est incontrôlable pour les artistes. Bernini disait alors: le commerce est le moteur qui détruit en général le jugement artistique. Mais regardons encore ce nouvel espace sociopolitique, cette zone de liberté ouverte par les artistes en échange avec les souverains et les villes. Comme on a vu, on aurait tort d'implorer la dépendance des artistes et leurs commanditeurs, les souverains, comme l'histoire de l'art le faisait souvent au XIXe et XXe siècle, condamnant tout ce système. Ce que l'on pourrait plutôt décrire par les remarques colportées, c'est une certaine interdépendance entre artistes et souverains. Le biographe de Filippo Visconti écrit qu'il ne voulait se faire portraiter que personne d'autre que Pisanello. Le comptable de Philippe le Bon justifie les expenses exigées par Van Eyck par l'argument que quelqu'un comme lui, on le trouvera nulle part. Montaigne lui-même, qui avait longtemps hésité d'accepter un contrat des Gonzaga, écrit à Ludovico Gonzaga: aucun autre souverain pourrait se vanter de compter parmi ses familiaris quelqu'un d'une valeur pareille. Donc lui, Montaigne. Baccio Badinelli écrit sur le pape Giulio II qu'il se laissait dominer par les vertus exquises de Michelangelo. Le texte dit même violet. Cellini dit en riant au maître des finances d'une cour que l'on a vu des douzaines comme lui y entrer, mais personne comme Cellini. Encore Puget utilise cette même argumentation. En d'autres termes, ce qui se forge ici, c'est l'image qu'un artiste est irremplaçable, que la valeur de son œuvre est immesurable et non échangeable. Ce qui se forge ici, c'est l'image de la singularité.
qui est aussi reflétée par des séries d'anecdotes écrites par un Vasari, un Dolce ou un Francisco de Holanda, qui se plaisent à célébrer l'insoumission, la désobéissance des artistes. La plus fameuse entre toutes les anecdotes, évidemment celle de Michelangelo, qui non seulement garde son chapeau en présence du pape, mais se vante que c'est exactement ainsi que le pape le voulait, libre et indépendant, sans peser ses paroles. Par des lettres échangées entre les ducs, colportant les fantaisies, les bizarreries, les mélancolies et l'entêtement des artistes, cette image de la singularité est consolidée. Mais c'est la cour qui accepte cette attitude d'être singulier. Même un Colbert encore va pardonner à Puget ses exigences extravagantes parce qu'il accepte le fait que des êtres humains d'un tel talent, donc l'exception, sont parfois singuliers. Et c'est Voltaire qui demande à quoi bon les Vitruves, si les Augustes ne les confirment pas. Mais ce droit à la singularité, c'était une longue lutte et ne pouvait se développer que par cette position d'exemption de l'artiste capable de son côté d'établir son pouvoir dans un paradoxe contre la cour et avec la cour, contre la ville et avec la ville, contre la ville avec la cour avec la ville, ni appartenant à la ville ni à la cour, d'avoir en tant que territoire une espèce de no man's land, un espace entre deux. Cela veut dire les deux, la cour et la ville, étaient des catalysateurs, étaient instruments en voie d'une recherche qui visait plus loin, puisque c'est en renonçant à un territoire, à un espace propre, en s'établissant dans cet espace sans appartenance, que ce pouvoir naquit, le pouvoir de regarder la société et ses normes de l'extérieur. Mais n'est-ce pas cette distance, justement, qui est la condition naturelle pour comprendre plus que ceux qui ont des appartenances définies, la condition naturelle pour réinventer le monde tous les jours, la condition naturelle pour montrer qu'il est bien possible de renoncer à une identité définie par des appartenances nationales, religieuses ou culturelles, qu'il est possible de créer une identité par une autonomie individuelle. Des exemples d'artistes qui disent je suis d'abord artiste et ensuite palestinien. C'est là que ça devient intéressant. Et justement, comme le démontre Fabre et comme le dit Beuys par sa formule « Chaque être humain, un artiste », cette autonomie ne vaut pas seulement pour les artistes. Quand Einstein quittait l'Allemagne en 1932, il ne disait pas qu'il devait sauver sa vie, mais il disait qu'il voyait son autonomie personnelle en danger. Voilà le vrai rôle de l'autonomie, son vrai défi, de garantir à l'individu sa liberté d'action et de faire de cette défense-là une œuvre d'art. Je vous remercie. On vérifie le PowerPoint. Et je vous présente donc Morad Montazami, qui est doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales et travaille donc à ce titre avec Giovanni Carreri.
mais il a été très proche, très proche de la recherche que nous avons menée ces dernières années à l'école et avec l'école des hautes études. Donc il a énormément travaillé aussi pour ce livre qui vient de sortir. Voilà, il nous parlera d'expérience. Oui. Bonjour. Ça marche. Donc, j'éteins. Alors, tout d'abord, simplement un mot pour remercier chaleureusement Bernard Rudiger pour son invitation à parler devant vous aujourd'hui, et toute l'école de Lyon, évidemment, et tous les gens qui l'animent. Alors, ça me fait d'autant plus plaisir de parler cet après-midi, précisément, dans le déroulé des invités, que vous allez le voir, j'ai un argument qui, au moins pour son introduction, rejoint les prémices baudelairiennes énoncées par Bernard ce matin. Donc ça permet de raccrocher certains wagons sur la question de l'autonomie, que donc moi je vais prendre comme Bernard au 19e, et non pas à la Renaissance, mais c'est le point d'accroche que j'ai choisi sur cette question. Et comme je l'avais annoncé pour cette communication, je vais traiter de la question de l'expérience, qui me tient très à cœur, sans passer par Benjamin, en me cantonnant à Fabreau. Mais donc ça aussi peut créer des liens avec des choses qui ont été dites ce matin, j'espère. Voilà. Alors, dans son texte intitulé « Pourquoi la sculpture est ennuyeuse », qui tient davantage d'ailleurs du billet d'humeur ou de la chronique que de l'essai théorique, Baudelaire subordonne violemment la sculpture parce qu'elle montre trop de faces à la peinture qui, exclusive et despotique, ce sont les mots de Baudelaire sur la peinture, exclusive et despotique, exprime une volonté artistique plus forte que la sculpture. Donc il a des mots assez lourds comme ça, Baudelaire. Même si le jugement aujourd'hui nous paraît à l'emporte-pièce, il se joue là fondamentalement, et à travers Baudelaire tout l'air du temps qui est le sien, un moment fondateur pour l'histoire de l'art sur la question de l'autonomie. C'est bien elle qui est en jeu lorsqu'il assène, pour critiquer la sculpture de son époque, que, je le cite, « un tableau n'est que ce qu'il veut », au contraire de la sculpture. La supériorité de la peinture en ce qu'elle offre un cadre de vision face à la sculpture qui abandonne le spectateur à des points de vue aléatoires, donc incertains, Baudelaire dit vague et insaisissable, ne réduit pas la question de l'autonomie à celle du point de vue, mais au contraire en démarque toute la spécificité pour le romantisme du XIXe siècle. Il en a résulté la doctrine de l'art pour l'art, dont Théophile Gautier s'était fait le gardien dans sa fameuse préface à Mademoiselle de Maupin. Il préconise que l'art se préserve des autres domaines, de la morale comme de la politique, et du progrès social, ce qui ferait tomber la question de l'autonomie plutôt dans le dernier retranchement, pour reprendre le titre du colloque qui nous réunit, que dans l'espace nouveau. À propos de l'expression « l'art pour l'art » et sa nature de tautologie, je vous laisse envisager l'écho possible avec le titre « Arte torna arte » de Luciano Fabro. Mais si on revient au texte de Baudelaire sur la sculpture, on y trouve une nuance plus intéressante que son premier effet de manche, et qui me permet d'ouvrir mon propos à Fabreau sur la question de l'autonomie telle qu'elle se pose chez lui. Baudelaire décrit l'humiliation du sculpteur lorsque, je le cite, « un hasard de lumière, un effet de lampe découvre une beauté qui n'est pas celle à laquelle il avait songé. » Fin de citation. C'est une phrase intéressante. C'est-à-dire qu'à ce moment de l'histoire de l'art, qui n'est pas un faible moment dans la sphère de Baudelaire et de Théophile Gautier, la possibilité pour une œuvre de se révéler au spectateur, de son regard qui travaille en même temps que la matière travaille, qui est en définitive le sens le plus basique et même banal de ce que nous avons considéré au XXe siècle comme l'expérience esthétique. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Duchamp qui dit « c'est le regardeur qui fait le tableau ». Eh bien, ce postulat, pourtant universalisé au siècle suivant,
est rejeté par Baudelaire, touchant même à l'humiliation pour l'artiste, quand le spectateur verrait dans la sculpture quelque chose d'autre que le sculpteur avait prévu. C'est l'humiliation. Donc au profit de ce que le sculpteur avait prévu, notamment quant aux caractéristiques matérielles de son œuvre. Donc il y a déjà, chez Baudelaire, cette idée d'un artiste, de l'artiste comme un être fondamentalement absent. Je veux dire absent de ce moment où l'œuvre a lieu pour moi, pour le spectateur. Et cette question de l'artiste comme un être fondamentalement absent me semble importante quand on parle d'autonomie ou de responsabilité artistique. Ce qui m'amène à Fabreau. D'un côté, Fabreau tenait une posture rappelant tout à fait celle des autonomistes comme Gautier, en refusant que la dimension politique ou sociale de son travail puisse être ramenée à la politique ou à la société en tant que telle. Il y a une volonté chez Fabreau, dans les formes concrètes que prennent ses œuvres, de ne pas les soumettre à un référent direct et extérieur. On trouve bien entendu de nombreuses références à la philosophie, à la mythologie, à la littérature, aux sciences, etc. Mais fondamentalement, ces formes ne sont jamais des formes explicites ou des formes qui parlent comme des jeux de mots ou des métaphores. L'art de Fabreau, à mon sens, est un art qui résiste beaucoup à la métaphore. Sauf peut-être avec la série des Italies. Je cite Fabreau. « L'art ne va pas changer les choses à la fin de l'histoire de la société. Il doit les changer au début, dans sa genèse, dans la nature humaine. Il s'agit de travailler sur l'être, sur la nature, sur la matière, sur l'intelligence, sur les qualités humaines donc, non sur la société humaine. » Fin de citation. Là, dans cette posture qui consiste quelque part à s'extraire, à se retrancher, c'est bien d'autonomie qu'il s'agit. À propos de retranchement et de retrait, je ne suis pas capable de dire si c'est le même retrait dont parlait Giulio Paolini ce matin, mais en tout cas, ça provoque un écho. Sauf que, évidemment, Fabreau, lui, ne refuse pas au spectateur de vivre son expérience propre, comme Baudelaire. Au contraire. Et précisément, il veut relier la matière à cette question de l'expérience. Je cite à nouveau Fabreau. « L'utilisation de la matière est déterminée par l'expérience humaine qu'elle reflète, élasticité, luminosité, transparence, réflexion, réfraction. » Alors pourquoi j'insiste sur la vertu de cet agencement entre matière, expérience, humain et œuvre ? C'est parce que, sans cela, on pourrait croire que le vrai tournant, après le XIXe siècle, c'est Duchamp. Comme je vous ai dit, le tableau qui est fait par le regardeur. Puisque cette grande maxime duchampienne, c'est en somme toute l'autonomie de l'artiste producteur qui s'évapore au profit d'un spectateur potentiel et à la position fertile. C'est ce que je vous ai dit, qu'on a universalisé comme le sens banal et basique de l'expérience esthétique au XXe siècle. Or, Duchamp représente à mon sens une certaine défiance, sinon méfiance, au problème de la matière, cherchant davantage à œuvrer dans l'intellection que dans le matériau. On pourra toujours m'objecter certaines des œuvres de Duchamp, mais on le considère quand même comme le père de l'art conceptuel. Fabreau, lui, non seulement tient la matière comme la condition même d'une relation esthétique, elle est son reflet, dit-il, mais il maintient cette relation, cette rencontre de sa propre absence avec la présence du spectateur, hors de la société. Donc même si la formule peut soulever la polémique, je la maintiens, elle n'est pas à prendre au premier degré, hors de la société. Il émerge une pensée de l'humain, un mot qui revient très souvent dans ses écrits, le mot humain. Simultanément, le lieu de l'expérience esthétique, donc l'espace nouveau, et le lieu de la forme désintéressée, la forme neutre, la forme anhistorique, donc le dernier retranchement. C'est-à-dire, dans ce deuxième cas, la forme ou la matière qui s'avance d'abord comme telle, comme expérimentation ou comme relation, avant de signifier ou de transmettre un message. C'est donc grâce à cette articulation que Fabreau, ou une certaine génération d'artistes que Fabreau pourrait incarner, dans la situation de l'après-guerre, m'apparaît comme un meilleur point de départ que Duchamp sur la question de l'autonomie de l'art après le XIXe siècle. Disons que Fabreau se connecte mieux à Baudelaire que Duchamp à travers cette dialectique de la matière et l'expérience.
Donc ça, c'était pour l'introduction. Et je vais maintenant m'arrêter sur une œuvre principale. Une œuvre que je vais appeler paradigmatique. Je vais vous expliquer pourquoi. Lo Spirato, dont la valeur paradigmatique pour l'ensemble de son œuvre a déjà été remarquée. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Il faut tout de suite énoncer les deux inscriptions portées sur le marbre et qui constituent le sous-titre de l'œuvre. Ces deux inscriptions sont d'une part « Io rappresento l'ingombro dell'oggetto nella vanità dell'ideologia », ce qu'on peut traduire par « Je représente l'encombrement de l'objet dans la vanité de l'idéologie ». Et puis l'autre inscription « Dal pieno al vuoto senza soluzione di continuità », du plein au vide sans solution de continuité. Je prendrai ces propositions comme source d'inspiration dans mon argument sur Lo Spirato, mais en lui donnant une portée plus générale sur son œuvre. Alors c'est une œuvre complexe, mais qui donne à voir par elle-même tous les ressorts de cette complexité. C'est-à-dire que le processus d'élaboration, commencé en 1968, et sa révélation, ou sa mise en visibilité, est le sujet même de l'œuvre. Ça, c'est un critère pour définir une œuvre qui aurait une portée paradigmatique. La sculpture montre un drap recouvrant à la façon d'un linceul ce corps dont on distingue clairement les jambes, les pieds qui pointent distinctement en dessous et les bras, mais qui s'arrête brusquement au niveau des épaules sans qu'aucune tête n'en dépasse. C'est une sculpture acéphale, sans tête, dont le corps s'évapore ou se dégrade, se voile et se dévoile en même temps, portant à la fois absence et présence, vide et plein, c'est dans le titre, sens et non-sens, depuis le corps de l'artiste lui-même, comme on le voit sur ces photos de Fabbro, préparant les moulages qui allaient conduire au marbre de 1973. Dans un entretien de 1977, Fabbro décrit, je le cite, « Le corps sous l'étoffe a disparu, sparito, comme expiré, spirato, ou mieux, aspiré, spirato fuori, le drap seul restant comme suspendu. » Fin de citation. Lo Spirato sert de paradigme ou d'objet théorique, également pour son processus d'élaboration à long terme, donc entre 68 pour son premier modèle, en passant par plusieurs étapes qui menèrent à sa réalisation en marbre de 73. 1968-1973, c'est-à-dire un intervalle pendant lequel d'autres travaux sont menés, d'autres œuvres sont réalisées, qui entrent dans une collusion avec Lo Spirato, dont on peut observer l'implication implicite dans ses autres œuvres, dont je ne vais pas toutes parler. Quand je dis collusion, je veux dire collusion très concrète, physique, dans l'espace de l'atelier de l'artiste. Collusion entre des œuvres qui appartiennent à des dispositifs, à des démarches, à des méthodologies différentes, mais qui s'enchevêtrent dans l'espace et dans le temps, ne serait-ce que de l'atelier. Le travail de l'une se rejoue dans les autres et vice-versa. Paradigmatique donc pour être restée une pièce d'atelier où elle a quasiment toujours demeuré, exposée à de rares occasions. Le rythme même de ces rares mais régulières expositions, en 73, puis en 80, puis en 91, un rythme rare mais régulier, montre la valeur exemplaire et le fil conducteur qu'elle prenait pour Fabbro. Le marbre final est donc le résultat d'un long travail de plusieurs moulages en plâtre détruit, dont un de 68 a été conservé. Peut-être plus, mais selon la distinction que faisait Bernard sur l'originalité du colloque, malheureusement ou heureusement, je fais partie plutôt des héritiers que des compagnons de route, comme vous l'avez compris, et donc je suis aussi soumis à la légende documentaire et à la logique et à la légende des catalogues d'exposition, qui biaise évidemment ce dont même je parle, c'est-à-dire l'expérience. Plusieurs tentatives donc pour saisir la bonne empreinte de son propre corps, plusieurs fois se glisser sous le drap et se mettre dans la position à la fois du mort et de l'immortel. Il faut prendre la mesure de cette expérience d'incarnation pour le sculpteur qui entre dans la sculpture et qui, à partir de 68, acclimate son corps au revêtement du plâtre sur lui-même.
le plâtre va devenir comme un vêtement naturel ou le voile de la sculpture dans son durcissement, dans son devenir matériau, ou on pourrait dire aussi que le plâtre coule et se durcit ou se fige simultanément que le corps de Fabre respire et bat avant de se laisser emprunter, avant que de finir en empreinte qui ne respire plus. À propos de battements de cœur et de respiration, il faut ajouter une œuvre intitulée Tamerlano, en 1968, l'année où Fabre commence le processus de Lo Spirato, dont je disais qu'elle résonne dans beaucoup d'œuvres. Celle-ci peut être considérée comme une excroissance de Lo Spirato, ou du moins sa tête manquante, elle dont Fabre dit qu'elle n'est ni un visage ni un masque. On croit y voir un masque d'apparence anodine, qui se trouve être fondu en bronze depuis un plâtre, mais l'originalité, c'est qu'il est fait de la face externe de ce plâtre. Le plâtre n'est pas utilisé comme un moule, si on veut, il est utilisé comme un démoule. Si une opération de moulage est toujours dans un sens ou dans l'autre une inversion, ici, l'inversion n'est précisément pas le résultat de l'opération, mais l'opération elle-même. On est ici encore dans des espaces théoriques qui concernent la tautologie, dont on a déjà parlé brillamment. D'un acte apparemment tautologique, il redonne à penser sa technique non comme la création du même, mais la création du double, ce qui n'est pas la même chose. Tamerlano exhibe donc le corps vivant comme trace ou indice de ce double grâce aux petits tuyaux, les tiges de bambou, qui ont permis au corps modèle, le sujet de l'expérience, de respirer pendant l'opération. Avec Lo Spirato, Fabre crée son avatar, ou son double morphogénétique, qu'il détruit à plusieurs reprises, qu'il casse, décompose et modifie pour atteindre le marbre de 73, Lo Spirato. Alors, j'insiste sur le caractère laborieux du processus en écho à une réflexion de Fabre lorsqu'il pointe la pudeur de la culture artistique occidentale à rendre le travail visible. C'est une très belle idée, qui d'ailleurs, je crois, a été formulée encore une fois par Giulio Paolini ce matin. Je crois que Giulio Paolini, peut-être j'ai rêvé, mais j'ai cru entendre dire à un moment donné rendre le travail invisible. Fabre l'exprimait sous l'idée de la pudeur. Le travail physique, y compris le travail de la matière, che il lavoro non si vede per il culto della naturalezza che proibisce di vederlo per pudore. Rendre le travail investi dans l'œuvre invisible par pudeur. Le travail ou l'expérience qui naît à travers l'œuvre de sculpture vient s'y graver en supplément de ce qu'elle montre. Si nous prenons Lo Spirato pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un gisant, comme on en trouve au sol des églises, un corps manquant mais un corps gisant, alors c'est tout le spectre de la sculpture funéraire jusque dans ses plus subtiles évolutions que l'on peut voir ressurgir à travers elle. Et dans cette approche, évidemment, je rejoins ma collègue Doris Van Draten pour faire cette connexion avec l'art ancien, mais qui est différente puisque là j'aborde une question, disons, plutôt iconologique. Donc, puisque je propose de replacer le problème de l'autonomie dans un cadre plus largement esthétique qu'économique, il en ressort que tout acte de retour sur l'histoire de l'art qui précède Fabre le conduit, Fabre, à un usage matériel de cette histoire qui le précède. L'histoire est dans le matériau. Donc, ce rapport à l'histoire et l'expérience qui en est faite à travers le matériau s'autonomisent en même temps. Ici, la sculpture funéraire, donc. Nous avons un exemple, alors je m'excuse parce que c'est très mauvais, mais l'important c'est simplement d'avoir la structure de l'objet. Nous avons un exemple avec ce dessin de Jacopo Bellini pour un projet de tombeau. Nous avons un exemple d'un travail d'histoire et d'expérience figurée avec sa structure bipartite dont on retrouve des exemples depuis le Moyen-Âge, sauf qu'ici, ce n'est pas une bataille entre les forces du bien et les forces du mal, d'où le corps défunt essaie de s'extirper, ni la représentation du paradis où le corps défunt se destine, mais d'une façon plutôt profane que sacrée, simplement sa fonction de professeur ou d'érudit, le métier du défunt qui est représenté avec
la salle de classe où il faisait cours avec ses étudiants, ses élèves, qui est représentée en bas-relief, même si c'est un dessin qui est un projet pour un tombeau, sur la face avant du tombeau où gît le corps sculpté. La sculpture tient dans sa forme la figure possible d'une expérience personnelle qui ne regarde pas nécessairement l'histoire des peuples, de la société, ni directement celle de la religion, mais l'expérience nue, celle par laquelle s'est vidée la substance et l'investissement du corps de son passage sur Terre. En comparaison avec le professeur défunt de Bellini, l'expérience de Fabro n'entre pas dans l'ordre du figuratif, mais du figurable, et la substance dont s'est vidé le corps dans lo spirato est tout simplement celle du sculpteur. Donc si je reprends cet intervalle historique, 1968-1973, je réalise tout à coup le sens même du travail qui remonte à la surface et assure à l'œuvre une faculté de l'ordre de l'autonomie, c'est-à-dire une œuvre dont la nature intervallaire peut répondre d'une histoire qui, tout en s'inscrivant dans les formes et les matériaux, une histoire des formes et des matériaux, et donc là il s'agit de la forme de la sculpture funéraire ou le matériau du marbre, eh bien tout en s'inscrivant dans cette histoire, s'inscrit aussi dans un rythme historique propre, 1968-1973, des plâtres de son propre corps cassés, modifiés pendant ces années avant d'arriver au marbre final, sa propre rythmicité et sa propre historicité. Vous savez, on a tous fait l'expérience dans nos recherches ou même aussi bien dans nos visites au musée, parfois de tomber sur une notice d'œuvre qui ne montre pas une date précise, mais un intervalle entre deux dates. Ça arrive très souvent. Alors, voilà, on se demande souvent, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates en regardant la notice ? Et parfois, c'est très clair, parce que c'est indiqué ou parce que la composition ou l'histoire de l'œuvre l'implique, mais d'autres fois, c'est très mystérieux, ce qui s'est passé entre ces deux dates. Dans le cas de lo spirato, et derrière l'idée d'un corps aspiré ou expiré, on pourrait parler littéralement du temps d'expiration de l'œuvre, qui ne serait pas le temps qu'elle met à finir ou aboutir, c'est pas comme le temps d'expiration d'un produit qu'on ne peut plus manger, mais le temps de sa propre expiration depuis le corps de l'artiste. Il s'agit donc d'une double expiration. C'est visiblement ce corps sans tête qui aurait expiré sous le mouvement aspirateur du drap, mais c'est aussi la sculpture expirée du corps de l'artiste. De fait, je disais à propos de l'intervalle historique entre deux dates, et donc entre deux états, qui sont celui d'un corps qui respire et celui de la respiration arrêtée dans le marbre, mais aussi entre visible et invisible, absence et présence, je dirais que l'intervalle tient ici autant de la donnée matérielle et tout à fait représentable, c'est le processus dont j'ai parlé avec les marbres, les plâtres, etc., que du mystère. Et quand je prononce le mot mystère, après avoir parlé d'incarnation, de linceul, et réalisant qu'une seule lettre sépare les mots expiration et expiation, mais aussi spirato et spirito, le mystère dont nous parlons et auquel Fabro donne forme se traverse aussi du mystère de l'incarnation dans la théologie chrétienne. Mais je ne vais pas développer cet aspect qui serait trop long et trop problématique. Je vais reprendre le fil de la sculpture funéraire avec un exemple beaucoup mieux identifié sur le plan iconologique. Il s'agit de la représentation de ce qu'on appelle le transi. Là aussi, je m'excuse, les photocopies sont misérables, mais là encore, c'est juste une question de structure. On peut voir sur ce tombeau donc de Valentine Balbiani, sculpté par Germain Pilon, 1574, la représentation du transi, qui désigne au Moyen-Âge et à la Renaissance donc la représentation du corps en décomposition sur le tombeau. Le transi est au plan inférieur, saisi à l'article de la mort et dans sa putréfaction, en dessous du corps vif, le corps animé que la sculpture ressuscite, entre guillemets. Cela constituait donc dans la tradition une image en deux temps et deux plans séparés qui se conjoignent à la croisée de leurs contradictions,
qui s'informent l'une l'autre, qui fonctionnent en montage l'une dans l'autre. Donc là, vous avez un détail qui vous montre le visage du transi qui est au plan inférieur. Et qui est donc pas littéralement un corps, mais un corps en putréfaction. Alors, lo spirato en figurant le corps de deux manières, de deux rythmes, c'est-à-dire simultanément par la présence physiologique de ses membres, mais aussi par l'absence décompositrice de la tête, qui est absente, refigure en quelque sorte ce montage, mais dans une image sur plan et temporalité unique, immédiate. On pourrait dire que Fabre est transi dans sa propre sculpture, ce qui tend même plus que vers l'autonomie simple, vers un fantasme d'autonomie absolue, où ne régnerait aucune différence entre la sculpture et le sculpteur, entre le mort et le vivant, où l'idée d'autonomie renverrait à la sculpture comme automatone. On ne la regarde plus comme un objet présent, mais un sujet absent, ou plus précisément, le sujet de l'expérience transi dans l'objet de l'expérience. Et à travers le mot transi, j'entends aussi qui transite. C'est en somme cette distinction que Fabre faisait entre Rodin et Medardo Rosso quand il disait que pour Rodin, la lumière peut s'accrocher à la sculpture comme un vêtement, à tel point Rodin concevait la lumière comme une chose matérielle, alors que pour Rosso, la lumière se crée à partir d'une... La sculpture elle-même se crée à partir d'une projection mentale, non physique. La question est alors de savoir si le corps de Fabre transite quelque part, selon les termes que je viens de définir, où exactement, dans quelle articulation de la pensée et de la pratique, où spatialement l'expérience qu'il propose vient-elle se loger. Cela m'amène à cet autre mystère, qui n'est pas le mystère de l'incarnation chrétienne, mais non moins puissant, qui est le mystère propre au moulage en tant que technique. Le titre de ma communication était « Corps, moule, trace, figurabilité de l'expérience » chez Luciano Fabre. Donc le moulage en tant que technique, c'est-à-dire en tant qu'opération automatisée et répétitive, par définition, mais en tant que prolongement direct de la pensée. Ça veut dire on pense à la multiplication d'une chose et on la produit instantanément par la technique répétitive du moule, cette multiplication. C'est techniquement le moule, une technique ou la technique qui fait passer de la pensée à l'action le plus instantanément ou le plus directement. Le mystère propre à la technique du moulage, donc, voilà une chose qui n'a été nulle part mieux expliquée que par le philosophe Gilbert Simondon, auteur de l'ouvrage qui a fait date du mode d'existence des objets techniques. C'est un ouvrage qu'affectionnait beaucoup Deleuze, par exemple. Simondon a beaucoup marqué Deleuze. Paru en 69, donc, au moment où commence l'élaboration de Lo Spirato. Simondon ne parle pas de l'artiste, mais du travailleur, ce qui est intéressant par rapport à la notion de travail introduite juste avant, puisque tout le mystère dont je vais parler ici, c'est le mystère du travail aléatoire et insaisissable ou incontrôlable produit par le moule. C'est-à-dire le mystère que vous aurez beau préparer la matière, préparer le plâtre, etc., préparer sa réception dans le moule et gérer tous les paramètres de l'opération, il faudra toujours compter avec la part incalculable et imprévisible du contact entre la matière et le moule. Car à 1 mm de surface près, elle peut toujours contredire vos attentes. En écho très fort à Lo Spirato de Fabre, ou de Homo Fabro, comme l'avait appelé Germano Celant, je cite alors Simondon sur cette question. Et c'est vraiment en écho très fort à Lo Spirato. Il faut se plonger dans l'image en écoutant Simondon. Je le cite. Il faudrait pouvoir entrer dans le moule avec l'argile, se faire à la fois moule et argile, vivre et ressentir leur opération commune pour pouvoir penser la prise de forme en elle-même. C'est l'argile qui prend forme selon le moule, non l'ouvrier qui lui donne forme. L'homme qui travaille prépare la médiation, mais il ne l'accomplit pas. C'est la médiation qui s'accomplit d'elle-même, après que les conditions ont été créées. Aussi bien que l'homme soit très près de cette opération, il ne la connaît pas. Son corps la pousse à s'accomplir, lui permet de s'accomplir, mais la représentation de l'opération technique n'apparaît pas dans le travail.
c'est l'essentiel qui manque, le centre actif de l'opération technique qui reste voilé, c'est-à-dire le cœur du moulage, le phénomène même du moulage qui reste voilé. Fin de citation. Vous vous souvenez, j'avais cité Fabreau sur la tendance de l'art occidental à voiler le travail qui est investi dans une œuvre par pudeur. Fabreau, avec Lo Spirato, manifeste la plus haute conscience de ce phénomène, qui n'est pas le mystère de l'incarnation chrétienne, encore une fois, mais le mystère de l'incarnation sculpturale, le mystère du moule. Je précise que le passage de Simondon que je viens de citer a été déjà repéré il y a très longtemps par Georges Didier Huberman dans ses travaux sur l'empreinte, dans son texte pour l'exposition L'empreinte, où Lo Spirato de Luciano Fabbro était malheureusement exposé, mais seulement avec des photos. L'objet n'était pas là. En repensant au développement de Simondon, on comprend mieux alors en quoi peut consister la philosophie du temps d'expiration dans Lo Spirato et la constellation phénoménologique qu'il se crée entre corps, moule et trace, double trace de l'empreinte et du temps. En entrant dans le moule avec la matière, se faisant à la fois moule et plâtre, l'artiste donne de son propre corps une visibilité à la médiation ou au travail normalement invisible du moulage, et ce que Simondon appelle le centre actif de l'opération technique peut commencer de se dévoiler. D'où l'importance iconologique du voile dans Lo Spirato, et aussi de sa connivence iconologique avec toute une série de ce qu'on appelle des Christ voilés dans le baroque tardif, mais notamment un très célèbre qui est le Christ voilé d'un sculpteur qui s'appelait Giuseppe San Martino. Alors ensuite, je vous montre une autre œuvre de Fabbro, mais sur laquelle je ne peux pas m'étendre parce que sinon je vais être trop long, qui s'appelle Io, l'uovo, de 1978, mais qui est, si vous voulez, une espèce de pendant automatique à Lo Spirato. C'est une sculpture en bronze qui est comme un œuf, mais qui a été sectionné. Donc, et le bronze est travaillé de façon que l'extérieur, le revêtement extérieur, montre un traitement différent de l'intérieur, qui est doré. Donc l'extérieur est plutôt traité comme une peau, et l'intérieur est plutôt traité comme un organisme d'un corps. Et en fait, Io, cette sculpture, reprend le volume corporel de Luciano Fabbro en position du fœtus. Elle reprend exactement cette... voilà, donc vous comprenez pourquoi elle rentre en relation directe avec Lo Spirato. Et en plus, Fabbro avait inscrit l'empreinte de ses mains comme s'il venait prendre dans ses bras son propre fœtus, ou la forme que prendrait son corps dans la position du fœtus. Vous le voyez là avec ses mains qui pose cette empreinte qu'on peut ensuite observer de l'intérieur. Cette sculpture avait été en plus déposée dans une fontaine, vous voyez ça en haut, la fontaine des abeilles. Et chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la collusion matérielle entre Lo Spirato et l'uovo dans l'atelier de l'artiste. Vous voyez que les deux œuvres sont l'une à côté de l'autre, et ça c'est la collusion dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez l'uovo, c'est la forme noire qui est au pied de Lo Spirato. L'artiste peut vivre et traduire l'expérience de la prise de forme en elle-même. Je vous passe les nombreuses réflexions de Fabbro, qui sont souvent passionnantes, sur l'expérience vécue des choses, et notamment sur le rôle de la sensorialité, dans ce qu'il appelait « prendre possession d'une situation ». Lo Spirato consiste littéralement pour Fabbro à prendre possession de la situation paradoxale où la matière place tout sculpteur. Ce qui est à la fois un mythe et une réalité, comme avec Michel-Ange qui voit la forme advenir depuis le bloc de marbre ou le bloc de pierre brute. Je disais tout à l'heure que je ne m'étendrai pas sur le mystère de l'incarnation chrétienne, mais l'analogie avec le mystère de la prise de forme par le moule est plus qu'anecdotique ou métaphorique. Avec Lo Spirato, qui pèse pourtant de tout son marbre, il met en évidence que la forme expire toujours en même temps qu'elle se produit. Comme dans une tache d'aquarelle où l'on verrait apparaître un corps, mais qu'en même temps rien n'empêche de rester une trace d'eau. Et ça concerne l'autonomie de la forme elle-même. C'est en ce sens qu'on peut aussi relire son intérêt pour les taches de Rorschach, manifestées dans les encres protoformes de Macchie di Rorschach en 1980. La question de savoir comment l'artiste peut tirer son autonomie de celle de la forme reste entière. Mais la réponse, évidemment, tient pour une part dans la question. Elle se tient aussi, à n'en pas douter, dans la proposition gravée par Fabbro dans le marbre,
je représente l'encombrement de l'objet dans la vanité de l'idéologie. Encombrement et donc alternativement désencombrement pour tendre vers la solution qui est recherchée. Je vais donc quand même tenter de m'en approcher en m'arrêtant pour finir sur une dernière œuvre de Fabro. Tremo di mettere le lenzuola de 1968, pour rester dans l'intervalle que je me suis assigné avec Lo Spirato. On le voit alors en pleine recherche sur ce que j'appellerais maintenant la figurabilité de l'expérience à travers les plis, c'est-à-dire ce qui de l'artiste à son œuvre et de l'œuvre à moi semble m'échapper en tant que spectateur, semble échapper à mon expérience de spectateur, me rendant la sculpture ennuyeuse, pour reprendre le mot de Baudelaire, parce que je ne sais pas comment, par où la regarder. Elle pourrait n'exister que dans l'expérience de l'artiste. Là, on est au cœur des questionnements soulevés ce matin par Bernard entre Baudelaire et Benjamin. Elle pourrait n'exister que dans l'expérience de l'artiste, sauf que, précisément, cette expérience affleure et peut arriver à moi là où la sculpture accepte de renoncer au stade de la surface, à son devenir forme, pour en quelque sorte se dessaisir, se désencombrer, et par fidélité au tempérament iconoclaste de Fabro, je dirais se désapprendre, on pourrait dire encore se désapprêter. Le résultat dans plusieurs œuvres qui rayonnent autour de Lo Spirato, et on pourrait aussi y ajouter les Attacapani, a souvent pris la non-forme ou la protoforme du pli. Là où mon regard, extérieur à l'expérience de l'artiste, peut venir glisser, couler, subjuguer du plein au vide sans solution de continuité. Le fait de donner figure à l'invisible de l'expérience qui se cache dans l'œuvre, comme on cacherait une pièce de monnaie dans un pli, le fait de cacher donc, le fait de rendre de donner une figure à l'invisible que pourrait constituer mon expérience de l'œuvre quand je ne sais pas comment la regarder, tout en accrochant mon regard par ces mêmes crevasses et béances de l'œuvre, c'est une chose que Fabro a pu réaliser autrement qu'avec le pli, par exemple avec le reflet. Vous avez toute la série bien connue au début de sa carrière, de toutes les œuvres comme Mezzo Trasparente et comme Bucco, qu'on a vu tout à l'heure, qui fonctionnent sur le reflet, sur la transparence, sur l'opacité. Il a pu réaliser aussi cette dialectique donc, avec d'autres opérations comme le poids, le fléchissement, la déchirure. Il y aurait comme ça tout un catalogue d'opérations où Fabro réalise cette dialectique entre une expérience qui m'est rendue invisible, mais qu'en même temps je peux atteindre. Et ça, Véronique Goudinou en a parlé ce matin, le caractère indécis de la forme qui permettrait cette ouverture. Donc c'est à ça que visent les trois linceuls, qui sont des variations sur la disparition de l'objet au profit de son expérience. Même si l'objectif est en soi inatteignable, le tout pour Fabro est d'y tendre constamment. Que l'objet disparaisse, comme disparaît le corps de Lo Spirato, et en définitive disparaître dans l'écart qui sépare le mot appréhension du mot préhension. Préhension, tout court, ça veut dire saisir, attraper. Appréhension, c'est autre chose. Appréhension, ça peut être touché, ça peut être regardé, mais ça peut être surtout entre les deux, alors que préhension, c'est prendre. Donc le préfixe AP de appréhension tombe dans ce qui est le temps d'expiration de l'œuvre. C'est ce temps condensé par l'excitation de mon regard qui retrouve sinon une voix, disons une cadence, rythmée par les plis, les trous, bucco, les coins et recoins de l'espace que l'œuvre dessine, pendant laquelle une expérience peut surgir. Merci.
inviter Sarah qui se déplace. Parce qu'elle aura un micro libre. Donc, nous allons assister à la proposition de Sarah Tritz, qui est donc une ancienne élève de cette école. Elle est sortie il y a 5 ans, 4 ans, je ne sais plus, 5 ans. Et qui comme tous ceux qui se souviennent de sa présence ici, a toujours été fortement intéressé aux toutes questions de la forme, qui pose des énormes problèmes de locution. Parler de la forme n'est pas faire la forme. Donc Sarah nous propose aujourd'hui un travail, une lecture de certaines problématiques qui d'ailleurs viennent d'être introduites sur les problématiques de la forme. Et on va éteindre ça. Bonjour, ça va? Vous m'entendez bien? Oui. Bon. Alors, j'ai intitulé cette intervention « La nécessité des formes à être libres ». Donc effectivement, c'est pas très simple de parler de choses qui me semblent évidentes quand je travaille et beaucoup moins quand j'essaye de les mettre sur papier. Donc je vais commencer par une définition de la forme, donc une définition du dictionnaire et ensuite de la manière dont moi je conçois la forme. Et ensuite, il y a 5 points. Le premier point étant la forme est-elle un objet et l'objet est-elle une forme? Est-il une forme? Le deuxième point portera sur la nécessité à incarner et sur l'expressivité comme possibilité d'appropriation de la forme en tant que sujet, en tant que moi. Le troisième point portera sur le culte de la référence, enfin le constat que je fais du culte de la référence en ce moment. Le quatrième point sera sur la prise de position et l'engagement physique et politique. Et enfin, le 5e point s'intitule « Du sujet muet au sujet parlant, la forme en tant qu'outil à précision ». Donc, j'ai retenu de la définition du dictionnaire que la forme est le contour d'un objet ou d'un être. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui survient des pensées et des émotions. Et aussi que c'est quelque chose qui implique une notion de traduction du réel et qui est liée à une attention à l'autour. Donc, je commence par les pieds de Fabro. Et Saverio Vertone écrit en 1971 de ses pieds. Fabro a fait 5 pieds, 4 en différents types de marbre, un en bronze, un peu baroque, un peu michelangelesque, un peu pharaonique, vaguement surréaliste, assez absurde, somptueux et même beau. Ils sont là, en rang, témoins d'une expressivité suspecte, insensée, disproportionnée et louche. Par exemple, on voit énormément le matériau, exhibition de marbre, de métal, de soie, et on remarque qu'il est très travaillé. Quant à la forme, on la voit plus encore, conçue à dessein au moment où elle se détache de la matière, arrachée sans ménagement à la pierre,
ou imprimé d'autorité à l'aluminium, séparé en somme avec ostentation de sa matrice, comme le fut la lumière des ténèbres au premier ou dernier jour de la création. Mimésis sceptique et brutale de la laborieuse liberté de l'art. Donc, deuxième image de ses pieds. Alors, la forme est-elle un objet? En fait, c'est une question qui me pose un peu de souci, à laquelle je n'ai pas forcément réussi à répondre. Mais simplement, ce que je crois, c'est que la forme provient d'un rapport à la matière et que l'artiste est libre ou pas de prendre en compte les propriétés de cette matière et qu'il instaure une relation de confiance, en tout cas, aux matériaux et à la matière, et que la forme découle d'un acte et que aussi la forme permet un déplacement du regard, ce que l'objet ne permet pas forcément. Donc j'ai pris, la première image c'était Rachel Harrison. Enfin là je montre des pièces en fait assez récentes dans lesquelles il y a des objets, mais où l'objet évidemment n'est pas là en tant qu'objet, mais juste peut-être presque en tant que matériau, comme un bout de bois qu'on aurait ajouté à la pièce. Donc ça c'était, Isa Gensken, avant aussi, c'était Isa Gensken. Ça c'est des pièces que j'ai faites et justement qui sont des meubles, mais pas du tout, évidemment pas du tout fonctionnels. Mais sur lesquels il y avait aussi beaucoup d'objets. Et voilà. Aussi, oui, Fabro emploie le mot métaphysique par rapport à la matérialité. Et, bon, moi, j'arrive pas à vraiment employer ce mot. Mais effectivement, je pense que quand il parle de métaphysique, en fait, il parle du déplacement que la forme permet, quoi. Donc, ce dont je parlais avant, du déplacement du regard. Donc là, je vais vous montrer une série, enfin, pas toute la série en entier, mais les Italies de Fabro, qui en a fait beaucoup, et qui, je trouve, est une série très belle. Et donc, je vais citer Fabro, qui parle du contour fixe de l'Italie, et qui explique un petit peu pourquoi il a choisi de prendre la forme Italie. J'ai besoin de comprendre comment fonctionnent mes mains sur une chose qui reste statique. La forme de l'Italie est statique, immobile. Je mesure la mobilité de mes mains sur une chose fixe. L'Italie est comme un carnet d'esquisses, un promémoria. Je m'en sers au travers des années. Si j'étudie quelque chose de nouveau, je l'ébauche dans une Italie. Donc, plusieurs Italies. Ça, c'est l'Italie de la guerre. L'Italia Cartoccio, 70. L'Italia Elastica. L'Italia Feticcio. Et De Italia. Alors maintenant, deuxième point. L'expressivité et l'incarnation comme possibilité d'appropriation de la forme en tant